l'association Campus de Québec solidaire à l'Université Laval. Et c'est vraiment génial de voir une salle pratiquement pleine ici ce soir comme ça. Donc oui, on peut se féliciter de façon inaudible. Et donc, juste un petit rappel pour les personnes qui ne sont pas au courant. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de notre programme, parce que le programme de Québec solidaire n'est pas totalement construit et il sera éventuellement toujours en construction, étant donné qu'on a défini un mécanisme de construction de programme très particulier. Donc, ce soir, je vous invite en même temps, après la conférence, à participer à ce qui sera notre cercle citoyen sur le féminisme, la famille, la diversité des genres, qui aura lieu ce 24 novembre au Café Foualier, donc la place super branchée avec des tonnes de bière de microbrasserie, au pavillon des Jardins, à 19 h le 24 novembre, mettez ça dans vos agendas. Et ce qu'on fait là, c'est que l'on discute des propositions qui vont être amenées sur le plancher du Congrès en mai 2015 pour la construction du programme sur l'enjeu du féminisme, de la famille et de la diversité des genres. Donc, on fait ça très large. On invite pas seulement les membres, on invite l'ensemble de la population à venir partager, à venir discuter, à venir s'informer, bref, débattre de ces trois questions, ma foi, très pertinentes, qui sont le sujet de ce qu'on appelle l'enjeu 4 à Québec solidaire. Donc bref, j'ai eu plusieurs affiches ici. S'il y a des gens qui veulent en avoir une après la conférence pour afficher dans leur milieu respectif, que ce soit professionnel, quartier ou autre, là, il n'y a pas de problème, elles sont là pour ça. Donc juste venir en prendre ici. Elles vont être là. Donc, sur ça, je laisse la parole à... Oh non, petit dernier détail, oui, dans le fond, tout à l'heure, il va y avoir une période de questions-réponses, de débats, etc. Donc, la présentation de Manon va être autour de une demi-heure, 45 minutes, et ensuite, la parole va être à vous. Et moi, je vais prendre des notes sur tout ce que vous allez dire, le plus possible, afin, justement, d'alimenter notre réflexion pour le 24 novembre. Et la personne qui va modérer cette partie, donc je la présente, c'est Camille, et la parole est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom c'est Camille Cotou. Je suis militante féministe, militante étudiante au baccalauréat en sociologie ici même à l'Université Laval. Donc c'est moi un peu qui va venir modérer les débats en fait après la présentation de Manon. Pour la bonne continuité des débats, je vous invite à adopter comme des pratiques féministes qui vont éviter les rapports de domination dans la discussion. Soit la tendance homme-femme par exemple, après qu'on va être dans la discussion, il va y avoir 2 micros qui vont circuler dans la salle un peu entre les gens qui vont vouloir intervenir. Je vous invite à parler à ces micros-là. C'est pas tout le monde qui a la même portée de voix non plus. Et de crier un bout à l'autre de la salle, c'est pas tout le monde non plus qui va être nécessairement apte à entendre tout ce qui va se passer. Donc, alternance homme-femme, essayez de garder aussi un ton de voix, s'il vous plaît, respectueux et d'être justement respectueuse dans vos interventions. Je vous invite aussi peut-être à essayer de éviter les rapports de domination, éviter aussi de faire des procès d'intention et ne pas présumer justement de ce que les autres pensent nécessairement. Si vous commencez votre intervention, par exemple, en disant « je veux pas faire le procès d'intention, sauf que », la majorité du temps, vous allez en faire un. Donc, si jamais ça devient tendu, quoi que ce soit, ça se peut que j'intervienne durant les débats, mais sinon, la parole va être à vous tous et toutes pour parler de féminisme ce soir. Donc, bonne soirée. Merci. C'est là. Ah, ça fonctionne. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais prendre le micro. Généralement, j'en ai pas besoin. Les gens qui me connaissent le savent. Mais à la fin d'une journée assez mouvementée comme j'ai eu aujourd'hui, je pense que je suis mieux, sinon je vais crier. Puis j'ai compris que ça fait partie des règles du jeu. Alors, premièrement, merci de nous accueillir chez vous. Je remercie aussi la nation Huron-Wendat de nous accueillir sur son territoire. Et j'ai réfléchi longtemps, non pas à savoir si j'allais venir ou non, ça c'est plutôt une évidence crasse, mais plutôt de dire, oh pataille, attends un petit peu là, par quel bout tu prends ça? Parce que ma seule consigne c'était, viens Manon, viens donc nous parler du féminisme. Je dis, bon, ça tombe bien, je suis féministe, donc dans ce sens-là, je devrais avoir des choses à dire.
Mais je me suis dit peut-être, bon, dans un premier temps, j'aimerais vous dire en 2-3 mots, je suis qui? De où je viens? Bon, vous savez que je suis député, ça c'est déjà une chose, mais ça, ce n'est que la dernière réalité de ma vie. Avant ça, j'ai vécu pas mal. Et par la suite, ben, je veux vous parler un petit peu du féminisme, à partir de où, là, moi, j'ai les pieds, comme militante dans un premier temps et ensuite comme députée. Et après ça, ben, peut-être lancer quelques éléments, parce que tu as fait un lien, Raphaël, fort intéressant, qui est la démarche de mon parti. Donc là, je vais quitter la députée, je vais rentrer dans la peau de la militante d'un parti qui s'appelle Québec solidaire, et j'aimerais vous amener un certain nombre d'éléments pour vous stimuler à participer à cette grande démarche de réflexion à laquelle nous convie l'association ici même. Alors, qui est Manon Massé? Ben, en fait, c'est une femme de 51 ans, jusqu'à date, ça va bien. Mon parcours est un parcours atypique pour une députée. J'ai commencé à faire de l'activisme. Donc, mes premiers amours, si je peux dire, ou ce qui m'a tiré par en avant, ce qui m'a donné le goût de m'impliquer dans ma société, c'est dans un premier temps l'injustice sociale. Alors donc, provenant moi-même d'une famille, ben, pas pauvre, mais pas riche, qui est très consciente qu'elle n'aurait pas pu aller à l'université s'il y avait des gains qui n'avaient pas été faits dans les années 60. J'ai rapidement rencontré le monde communautaire qui m'a permis de découvrir là, j'appellerais ça la vraie vie. Pourquoi la vraie vie? Ben, j'ai pris conscience assez rapidement des injustices, et c'est ce qui aura orienté les 30 années qui auront suivi ma militance. Donc, premièrement, ce qui m'a frappé, c'est les injustices sociales. De voir que dans un monde si riche, il y avait des gens si pauvres, ça ne faisait pas de sens pour moi. C'est quelque chose qui m'indigne profondément, et 35 ans plus tard, ça m'indigne toujours autant. Mais grâce à la rencontre de plusieurs femmes, parce qu'on le sait, parler de pauvreté, c'est aussi parler beaucoup des femmes. Un moment donné, les liens se sont faits dans ma tête. J'ai eu la chance de rencontrer en 1994 la Fédération des femmes du Québec dans un vaste projet qui s'est appelé la Marche du pain et des roses. Et j'ai été extrêmement impliquée dans ce projet-là parce que c'était la marche des femmes contre la pauvreté. Alors je me sentais très interpellée. Je n'étais pas féministe à l'époque, à tout le moins je ne le savais pas. Et donc je me suis profondément engagée comme militante dans un premier temps dans ce projet-là pour permettre à plus de 850 femmes de marcher plus de 250 km pour dire au gouvernement du Québec de l'époque qu'on n'était pas dupes, que la pauvreté avait un sexe, et que si on travaillait à augmenter le salaire minimum, si on travaillait à améliorer les conditions de vie des personnes assistées sociales, si on travaillait à faire en sorte que les pensions alimentaires, que dans le fond les deux parents se sentent responsables et donc qu'il y ait une perception automatique des pensions alimentaires, on allait améliorer certes les femmes, la condition de vie des femmes, mais bien sûr, quand vous augmentez le salaire minimum, vous l'augmentez pour tout le monde, et donc améliorer la situation de vie de l'ensemble de la population québécoise. À tout le moins, de ceux et celles qui ont moins d'argent. Alors, là, j'ai commencé à mettre ce que j'ai appelé par après, ce que j'appelle encore aujourd'hui, une paire de lunettes qui m'a amené à faire l'analyse ou à voir la vie différemment. Et à partir de 94-95, je peux dire que là, j'ai découvert le merveilleux monde des groupes de femmes. Pourquoi merveilleux? Ben, d'une part, parce que c'est des groupes d'entraide, c'est des groupes qui prennent, pour la majorité, j'ai travaillé dans les groupes féministes, pour la majorité, font le travail de pas seulement revendiquer des choses, mais d'essayer d'intégrer à l'intérieur de nos pratiques ce qu'on revendique. Ce qui n'est pas toujours facile. C'est facile de dire, comment tu as nommé ça tantôt, Camille, de ne pas présumer de ce que l'autre pense, mais c'est quelque chose de se rendre compte qu'à peu près à chaque phrase, c'est ça qu'on fait, de présumer de ce que l'autre pense. Alors, c'est toute une déconstruction, puis c'est ça la beauté pour moi que le féminisme a apporté dans ma vie,
c'est que déjà j'avais une conscience sociale importante, une conscience environnementale assez marquée. J'avais déjà flirté avec la compréhension du colonialisme et ses impacts, mais je n'avais pas encore allumé qu'il y avait des liens à tout ça. Il y avait une partie de la population qui était touchée de façon particulière, et grâce à la Marche du pain et des roses, bien, ça m'a ouvert tout un monde que, après ça, ben, voyez-vous, là, ça fait 20 ans plus tard, je continue à m'abreuver aux réflexions des féministes. Et bon, finalement, juste faire l'histoire de ma vie. Après ça, j'ai organisé avec d'autres personnes une marche mondiale, parce qu'on a bien pris conscience que si on voulait lutter contre la pauvreté ici au Québec, qu'on avait un certain nombre de leviers, mais il nous en manquait une gang. Alors donc, on a mondialisé la lutte à travers la Marche mondiale des femmes en l'an 2000, qui a eu de très belles répercussions à travers la planète en matière de lutte à la pauvreté. Cette fois-là, on avait intégré la question de la lutte aux violences faites aux femmes. Et par contre, l'espace ou la place où ça avait moins bien marché, hein, je veux dire, en Algérie, ils ont revu le code de la famille, mais au Québec, tout ce qu'on a été, les gouvernements ont été capables de nous répondre, c'est « Yes, on répond à vos 20 demandes, mesdames, on va augmenter le salaire minimum de 10 cents l'année prochaine. » Et là, je pense que comme activiste qui utilise vraiment tout ce que j'ai jamais eu peur d'utiliser toutes sortes de moyens pour que justice soit faite, il y a quelque chose qui viscéralement est monté en moi, de voir ces gens-là qu'on avait élus collectivement, qui ne prenaient pas acte de ce qui était en train de se passer, des violences vécues par les femmes, de la pauvreté, des discriminations. Ben là, il est venu l'idée, très claire, dans plusieurs têtes de féministes qui avaient organisé ce projet-là de marche mondiale, de la nécessité d'avoir un parti politique qui nous écoute, qui nous entende et qui se mette en action pour répondre à ces injustices-là. Et de là, donc, de fil en aiguille, j'ai contribué à la mise sur pied avec d'autres, bien sûr, jamais seul, de ce qui est aujourd'hui Québec solidaire. Et je pense que dans Québec solidaire, là où j'ai laissé ma marque comme féministe, c'est que Québec solidaire s'est fondé en février 2006, et déjà en mars 2006, il y avait une élection partielle. Et là, pour cette élection partielle, moi j'étais au comité de coordination, on cherchait la personne qui allait nous représenter, et les seuls noms qui sortaient étaient des noms de gars. Et là, moi, dans ma rage de féministe, parce que c'est reconnu, tous les féministes sont enragés, dans ma rage de féministe, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai que le premier parti nommément féministe qui l'affirme haut et fort va présenter comme première personne un gars. Je n'ai rien contre ça. On présente toujours 50% de gars à Québec solidaire dans les élections. Mais je ne pouvais pas concevoir que la première personne allait être un gars. Et là, ben, bien sûr, quand tu as des bonnes idées comme ça, souvent on me dit, ben, fais-le donc! Moi, j'avais bien pensé fonder un parti parce que je pensais que Amir Kadir, Françoise David, c'est des gens absolument qu'il fallait faire élire. Le Québec avait besoin de ces personnes-là. Jamais j'avais pensé une seconde d'écart, ça voulait dire que moi, un jour, je serais député. Mais la vie nous amène dans des bien drôles de chemins et je me suis assumé jusqu'au bout et j'ai décidé donc d'être la première candidate pour Québec solidaire en 2006. Puis, ça m'a repris 5 fois. Je me suis reprise à 5 fois avant d'être élue sur la peau des fesses, si vous avez écouté les mêmes résultats que moi, où il était rendu en fait le 8 avril au matin, où on a appris que je remportais le comté avec seulement 91 voix de différence. Alors, je vous raconte tout ça pour que vous saisissiez que les parcours atypiques, ça nous amène à toutes sortes d'endroits et que moi, comme activiste, j'ai fait de l'action directe dans ma vie, l'action de désobéissance régulièrement. Je continue à penser que c'est des modes d'action nécessaires si on veut changer le monde. Mais ceci étant dit, moi, du haut de mes 50 ans, j'ai considéré que durant ces 30 années-là, régulièrement dans le mouvement des femmes, que ce soit par rapport à la question de la lutte à la pauvreté et la violence faite aux femmes, notre interlocuteur privilégié pour changer des lois, pour en éliminer, etc., c'était le gouvernement. Alors j'ai considéré que j'étais assez expérimenté pour prendre le risque
d'aller à l'Assemblée nationale et utiliser ces outils-là aussi pour continuer le travail de lutte qu'on fait pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et je dirais de l'ensemble de la population. Moi, je suis à l'Assemblée nationale, non pas parce que j'aime faire du parlementarisme, je m'y plais bien, je souris, je les regarde aller, oh mon Dieu, des fois je lève les yeux dans les airs, je me dis où est-ce qu'on s'en va avec ça? Mais je suis là parce que je crois, je suis une démocrate dans l'âme, mais je suis surtout là parce que je veux continuer à essayer de changer le monde, et c'était un des moyens que je n'avais pas encore essayé dans toute ma pratique. Alors, qu'est-ce que le féminisme maintenant? Pourquoi le féminisme? Puis, je pense qu'un peu la question, c'est pourquoi on en a encore besoin aujourd'hui? Je veux vous dire que moi, je n'ai pas de définition théorique du féminisme, parce que je peux aller à l'école très longtemps, premièrement. Ça aussi, ça fait partie de mon parcours pas très atypique. Et j'aime bien, comme praticienne, je suis une femme qui a toujours travaillé sur le terrain, et je ne travaille plus sur le terrain que seulement depuis 6 mois. J'ai toujours considéré que apprendre, il y a toutes sortes de façons de le faire, que les intelligences sont diverses, sont multiples, et moi je pars d'une présomption de l'égalité des intelligences. Ça m'a pris du temps à me faire confiance là-dedans, mais pour moi, même ce soir en m'en venant, j'avais un petit stress parce que là je m'en viens discuter avec des gens qui, eux autres, ont largement réfléchi sur la question. Moi, j'ai largement pratiqué la chose. Puis j'ai réfléchi aussi, là, je ne vais pas vous faire croire que j'ai jamais pensé. Mais je trouve ça important de bien positionner cette posture-là, parce que peut-être tantôt, dans vos questions, je vous invite à les poser avec votre intelligence, avec votre pratique à vous, mais ça se peut que des fois, je dis « je comprends pas ». Mais prenez pas ça mal, faites juste continuer à m'expliquer, puis généralement, je comprends assez vite, mais c'est parce que j'ai pas de concept théorique sur la chose, mais j'ai beaucoup de pratique. Alors, pourquoi le féminisme est encore nécessaire en 2014? Tellement de raisons. Moi, je dirais simplement parce que le féminisme a vécu, bien sûr, à travers, je dirais, les millénaires qu'on existe. On n'a pas toujours appelé ça féministe, et je ne veux pas faire d'anachronisme non plus, mais je pense que cette volonté des gens opprimés, et là je l'ouvre plus largement, cette volonté des gens opprimés de pouvoir être considérés en droit, en égalité, en dignité, comme tous les autres, ce droit-là des opprimés est un droit fondamental, et cette impulsion de dire « Hey », quand ça monte puis ça dit « Hey, c'est pas juste », pour moi, ça légitimise encore en 2014 la présence du féminisme et de d'autres grilles d'analyse. Parce que pour moi, la beauté du féminisme que moi je porte, c'est un féminisme qui superpose les paires de lunettes, là. Tu sais, le jour, je pense que c'était en l'an 2000, où j'ai appris qu'il y avait des féministes de droite, wow, je suis tombé à terre. Pour moi, c'est impossible, pour moi. Mais oui, il y a des femmes pour qui l'égalité des droits, c'est ça, puis on ne fait pas une analyse de classe, puis que c'est... Alors, mais là, est-ce que mon féministe c'est le bon? Est-ce que c'est le sien qui est le bon? Avec la marche mondiale, là, où on a tracté avec des femmes, plusieurs centaines, plusieurs milliers de femmes de 165 pays différents, vous comprendrez que qui a le bon féministe, c'était pas la bonne question. C'était vraiment pas la bonne question. La bonne question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on a de commun dans notre expérience de femme à travers la planète qui va faire qu'ensemble, on va collectiviser ça n'a pas de bon sens, je trouve ça injuste, il faut agir là-dessus. Et ça, quand on a pris cet enlignement-là, je pense que ça a été gagnant dans notre expérience de féministe praticienne québécoise. Ça a été gagnant parce qu'on a réussi à s'entendre sur des choses qu'on a portées collectivement aux Nations Unies, auprès de nos différents gouvernements, mais aussi qu'on a porté, je ne peux pas dire individuellement, là, mais je veux dire face à nos propres États, face à nos propres gouvernants. Et ça fait une puissance qui m'apparaît que les lunettes féministes nous permettent. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'avoir raison, l'idée, c'est de prendre acte
qu'il y a des... qui est un anglicisme, je m'en excuse, qui est... Ben, j'ai appris ça dernièrement. J'aime ça transmettre mes connaissances. Je suis une praticienne. Donc, de prendre acte que quand on va sur le fond des choses, par exemple, pourquoi on a encore besoin de féministes en deux? Ben, je vais vous le dire, c'est pas compliqué, là. On n'est quoi, même pas 30% de femmes députées à l'Assemblée nationale. Quand on regarde l'ensemble de la constituante élue à travers le Québec, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, on ne dépasse pas le 30% non plus. Quand on regarde les postes de maire et mairesse, on ne dépasse pas le 10%. Fait que comprenez-vous, juste... Puis là, ben là, je ne vous parle pas des salaires encore inégaux, je ne parle pas encore de toute l'économie domestique, hein, donc s'occuper de la maison, de la famille, de la communauté, qui sont encore très largement des contributions que font les femmes, mais encore là, pour beaucoup de façon gratuite. Et quand je regarde où ce que le gouvernement qui est en place est en train de nous amener avec les coupures dans les services publics, ben encore là, on se retrouve dans une attaque frontale à ce que, socialement, on s'est donné, bien sûr, comme filet social, si on pense au système de santé, au système d'éducation, etc. Mais quand tu regardes un petit peu en arrière de la couverte, on se rend compte que les services publics, à plus de 75%, c'est des femmes qui occupent ces postes-là. Puis c'est normal, parce qu'avant, on le faisait gratis. Hein? C'est pas compliqué, avant on le faisait gratis, puis là, ben, il y a eu un certain nombre d'années, même pas énormément, même pas un demi-siècle, où ici au Québec, on a reconnu que collectivement, s'occuper de l'éducation, s'occuper de la santé, s'occuper de la communauté, ben, c'était aussi une contribution à notre société, que ça pouvait être, et ça devait en fait, pas pouvait, être rémunéré. Alors, pourquoi le féminisme? Ben, je pense qu'on a besoin de partager nos paires de lunettes. Le féminisme, à mon sens, permet de superposer des lunettes. Moi, quand j'ai découvert plus l'écoféminisme, donc toute l'écologie et le féminisme, où ça se croise, j'en revenais pas. Ça fait des années que je me positionnais très clairement comme environnementaliste, puis etc., écologiste un petit peu plus tard. Et là, me rendre compte qu'effectivement, on peut superposer ces paires de lunettes-là. Et je trouve que dans l'analyse féministe, on y trouve, en fait, on fait des gains ou on améliore encore plus les situations quand on ne prend pas seulement la paire de lunettes égalité homme-femme. Ça, c'est pas atteint encore, là. Vous allez juste avoir les vagues de dénonciation. Vous êtes toutes branchés sur Facebook, j'imagine, ou pas loin. Vous allez passer dans les journaux de dénonciation au niveau des actes de violence à caractère sexuel qui se passent dans le quotidien, pas le fracassant à certaines choses qu'on peut voir, mais dans l'acte quotidien. Mais c'est encore pour moi un signe que le féminisme a un rôle à jouer, mais pas dans une perspective, comme je le disais, d'exclusion ou de confrontation, mais juste dans une perspective de « Hey, c'est parce qu'on est toutes nés, tout le monde, c'est la même petite boule. Hein? » Puis en plus, nous autres, on est à peu près nés dans le même hémisphère. Mais l'égalité en droit, l'égalité en dignité, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Ça ne se peut pas dans ma tête qu'il y a du monde qui peuvent concevoir que c'est correct que ce ne soit pas que l'égalité de droit soit pas la même chose. Puis après ça, ben, vient la question d'égalité de fait qui est une autre dimension. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, et ça là-dessus, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. On travaille fort à Québec solidaire, mais on a encore là aussi du chemin à faire. C'est-à-dire qu'entre la théorie et la pratique, ben, il y a la pratique. Et la pratique, ça veut dire d'être capable d'enraciner dans ton quotidien, pas seulement dans tes réflexions, pas seulement dans ton analyse, mais après ça aussi dans tes pratiques, d'être capable d'enraciner ce que tu découvres par l'analyse féministe. Et dans ce sens-là, moi j'ai toujours défini le féminisme comme étant l'égalité entre les femmes et les hommes, bien sûr, mais le petit bout mais entre les femmes elles-mêmes. Et ça, c'est fondamental. Mais c'est mon féminisme à moi. On va jaser, là, ce ne sera pas bien long. Vous me direz ce que vous en pensez.
Mais pourquoi pour moi c'est important? C'est-à-dire que si je porte et je m'indigne quand il est question d'inégalité entre deux genres, ben, je ne peux pas rester silencieuse quand il y a inégalité dans un même genre. Ça n'a pas de sens pour moi. Je peux vous dire qu'il y a des féministes pour qui ce dernier bout de phrase-là ne fait pas de sens. Mais pour moi, ça fait partie de mon féminisme aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, ça veut dire quoi? Par exemple, quand on travaille dans un groupe, j'ai travaillé plusieurs années dans différents groupes, les modèles d'organisation du travail, les modèles d'organisation des entreprises, même de nos groupes, de nos partis politiques, c'est des modèles extrêmement hiérarchisés. La hiérarchie, c'est un modèle qui, quand on croit à l'égalité, est un peu un non-sens pour moi comme féministe. C'est-à-dire que moi, la quête profonde, je ne vous dis pas que j'y arrive, là. Je vous dis que c'est une quête, c'est une marche. Ça fait longtemps que les femmes sont en marche, mais ça a l'air qu'on va l'être encore pour un petit bout. Mais cette aspiration à l'égalité doit se refléter aussi dans notre... merci beaucoup. Il y a toutes sortes de façons de poser des questions. Hein? Ça doit se refléter aussi dans notre organisation du travail. Comment se fait qu'on a de la misère à partager le pouvoir? Bien, c'est sûr, parce que ça fait des millénaires que, bon, puis là, je sais qu'il y a des nuances, puis tout ça, je vais à grands traits, mais on fera les nuances dans l'échange, que depuis des millénaires, la femme, et particulièrement quand le capitalisme est arrivé, où le capitalisme a été largement au service du patriarcat, on a structuré les affaires dans une perspective de prise de pouvoir hein, d'un certain nombre de personnes. Des fois, c'est même seulement d'une personne sur l'ensemble de la masse des travailleurs et travailleuses. Et ça, moi, ça me pose problème. Mais en même temps, que ce soit dans mon couple, que ce soit à mon travail, que ce soit dans mon parti politique, partager le pouvoir, c'est un défi. C'est un défi, c'est pas facile. Puis il y a des fois, je pense même que c'est pas facile parce que quand on pense qu'on est en contrôle, donc qu'on a le pouvoir, ben on pense qu'on est en contrôle. Mais la vie m'a enseigné trop souvent que c'est pas de même que ça marche. Et la façon que moi j'ai trouvé la plus efficace d'être en contrôle sur une situation, à l'intérieur des conditions de travail, même à l'intérieur de mon parti politique, c'est d'utiliser l'intelligence de l'ensemble. Et même de ceux et celles qui, des fois, on pense que leur intelligence ou leur contribution est plus ou moins pertinente. Et si on ne prend pas la peine d'écouter, au-delà d'écouter, mais d'essayer de comprendre quelle est la contribution que la personne veut apporter à cette réflexion-là, peu importe laquelle, ben, on se prive, à mon sens, d'une force. Parce qu'une des choses que, bon, du côté écologiste, m'a enseigné, c'est que la biodiversité, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait qu'on est en vie. Alors, c'est pas vrai. Et la monoculture, pour l'étendre à l'agriculture, la monoculture, c'est ce qui est en train de faire crever des bouts de terre de la planète. Alors, si la force, si cette planète dans laquelle nous ne sommes qu'un petit élément, hein, là-dessus, je rejoins beaucoup M. Suzuki, si la planète trouve sa force et nous a permis de vivre des millénaires dans la biodiversité, dans la diversité, pourquoi ça serait différent, les humains? Pourquoi on serait différent du reste? Ben ça, c'est un autre sujet, on pourra en discuter si vous avez envie. Alors donc, pour moi, la pratique féministe m'a amené dans ma réflexion, dans mon échange avec les gens, et surtout, dans ma quête, vous n'avez pas d'eau, hein? Je sens que je vais avoir soif. Tu ne peux pas prendre des notes en même temps. OK, c'est beau. Ah, ben, regarde, là, 3 verres d'eau. Parfait. Je vais en avoir besoin. J'aurais dû y penser, mais j'ai complètement oublié. Donc, excusez-moi, là, je vais tousser parce que j'ai vraiment la gorge sèche. Alors, cette pratique féministe, c'est le défi qu'on se donne collectivement de vouloir partager en égalité, partager le pouvoir, partager nos connaissances, en fait, être forte et fort de notre collectivité ou de notre biodiversité, si je peux dire ainsi.
Alors, je ne m'étendrai pas plus là-dessus, on ira avec les questions sur pourquoi on croit collectivement que c'est toujours utile ou non utile. Mais le féminisme a aussi amené de l'ouverture à une réflexion sur toute la question des genres. Alors moi, je suis lesbienne, c'est reconnu nationalement, si vous ne le saviez pas, je vous le dis. J'ai jamais été dans le garde-robe, fait que si vous ne le saviez pas, vous êtes vraiment en retard. Comme plusieurs dans des gens qui sont soit gays, lesbiennes, une des choses que j'ai appris, mais là je vais parler surtout des lesbiennes parce que je n'ai pas d'expérience de gay, c'est que être différente, des fois, ça peut être perçu comme une force, je vous l'ai dit, mais globalement, c'est surtout perçu comme étant quelque chose d'extrêmement dérangeant. Alors là-dessus, je dois vraiment le souligner, puis là j'ai la chance de le faire devant plusieurs dizaines de personnes, que j'ai toujours levé mon chapeau à Québec solidaire, mon parti, qui n'a pas eu peur, comme première candidate, de présenter une femme lesbienne qui a décidé un jour qu'il ne rentrait pas dans les prérogatives des canons de la beauté et qui vivait avec sa moustache. C'est un parti très courageux qui fait ça, parce que la politique, c'est le summum de l'image. Bon, puis je suis fier de moi aussi, parce que summum de l'image, j'ai reçu une coupe de claque en arrière de la tête aussi. Mais pourquoi je vous parle de cette expérience-là? C'est parce que, je te remercie beaucoup, c'est parce que ce que le féminisme m'a amené, c'est à être obligé de m'amener de me poser la question des genres. Et j'ai été, comme dans ma réflexion, là, je vous la livre tout simplement, j'ai été un moment donné assez agréablement interpellée par toutes les théories queer. Pourquoi? Ben parce que moi, je me suis toujours dit, moi, quand j'étais tout petite, dans notre monde à nous, il y a une binarité qui m'énerve, personnellement, et que je suis certaine, je te remercie, je vous dis, je vais en avoir après, vous pourrez partager avec moi, ça va me faire plaisir, et que cette binarité fait souffrir énormément de gens. Bon, c'est sûr qu'elle est en plus accentuée par une industrie, que ce soit l'industrie du sexe, l'industrie de la beauté, l'industrie du corps, que c'était très longtemps le propre des femmes, qui de plus en plus maintenant, c'est aussi enligné vers les hommes. Mais c'est extrêmement difficile quand, dans ton corps, tu fites pas dans cette binarité-là. Mais ça tombe bien, je suis féministe, je suis une militante, j'ai du front autour de la tête, puis mes parents ils m'aimaient bien, fait que ils n'ont pas essayé de me rentrer trop dans une petite case, mais c'est évident que au niveau francophone, quand j'ai entendu des gens que je croisais me parler plus de la théorie queer, je trouvais ça intéressant, je me disais « Wow, cool, hey, pas de trouble ». Ça, moi, ça m'a enlevé beaucoup de souffrance. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. On est encore dans un monde extrêmement binaire, hein? Et on l'entend beaucoup avec les gens, entre autres, qui sont intersexes, hein, qui ont des revendications fort intéressantes aussi dans la reconnaissance de... On peut tous se déterminer nous-mêmes, là, pas se faire opérer à 1 an, puis qu'après ça, tu apprennes à 45 ans qu'ils ont choisi pour toi ce que le bord t'allais revirer, qui commence de plus en plus, même aussi les démarches trans, où les transsexuels disent « Oui, moi, je suis prête à... Je me sens pas dans le bon corps, mais sexuellement, j'ai pas envie qu'on m'enlève mes organes, puis qu'après ça, j'aurai plus de sensibilité, j'aurai plus... » C'est des tortures, ça, qu'on fait subir à tout le monde. Mais tout ça au nom de quoi? Au nom d'une définition d'une binarité. Un gars, un vrai gars, surtout, ça ressemble à ça, puis une vraie fille, ça ressemble à ça. Alors moi, je trouve dans ces théories-là quelque chose d'extrêmement attirant pour moi, dans le sens où il me semble que j'aurais beaucoup moins souffert que de me faire dire à chaque fois que je vais aux toilettes hey, « Je m'excuse, vous n'êtes pas dans la bonne toilette. » Tanné de l'entendre, celle-là. Je l'entends encore aujourd'hui, même si je suis une femme plus connue et que je me définis comme femme. Une femme plus connue, on continue de me répéter que je ne suis pas à la bonne porte des toilettes. Ah, merci à toutes les personnes qui sont allées chercher. L'eau, hein? Il faut protéger notre eau, mais là, partez-moi pas là-dessus. Je me pars seul.
Mais ceci étant dit, je pense qu'on peut en même temps aspirer à déconstruire complètement les genres. Moi, ça me tente d'embarquer là-dedans. Là. On ne peut pas imaginer comment. Mais la route va être longue. Juste notre langue, juste notre langage. Tu sais, moi, j'ai des amis anglophones qui, vous avez tous vécu l'expérience, qui trouvent ça bien, bien drôle qu'une chaise, ce soit féminin. Là. Ils n'en reviennent pas. Tu sais, comment tu fais pour savoir qu'une chaise, c'est féminin? Tu sais, bon, je le sais depuis que je suis toute petite, on me l'a enseigné, puis c'est de même. Tu sais. Alors, on aurait beaucoup de travail à faire. Il y aurait beaucoup d'entreprises qui perdraient d'argent, puis fait que dans ce sens-là, la lutte va être très longue. Mais comme aspiration, je trouve ça bien intéressant. Mais ceci étant dit, entre maintenant et rendu dans ce grand monde que je nous souhaite collectivement un jour, ben, il y a encore la grille d'analyse féministe nous fournit encore des données essentielles sur les rapports de force qui existent encore. Et c'est là où, parfois, quand j'ai des bonnes jases avec mes amis queer, et j'en ai souvent, je nous rappelle que entre l'aspiration et donc notre utopie, et moi je suis une utopie, j'aime ça être utopiste, c'est nécessaire, surtout dans la morosité actuellement du monde, que l'utopie nous tire par en avant, mais en même temps, il faut qu'on prenne le monde où ce qu'il est, puis le monde où ce qu'il est, ben, on est encore avec, et surtout si on le regarde sur l'ensemble de la planète, on est encore dans des dominations très claires sur la race, sur le sexe, sur l'orientation sexuelle et toutes les autres oppressions que vous connaissez. Alors oui, je pense que c'est possible. Et je pense qu'il y a aussi des belles avancées. Pour moi, Québec solidaire a été ma première expérience parce que j'ai vécu mon féminisme dans des groupes non mixtes, donc des groupes de femmes. Mais Québec solidaire, c'est ma première expérience d'essayer de développer une pratique féministe à l'intérieur d'un groupe mixte, c'est-à-dire avec des hommes, des femmes et des trans, et des gens qui se définissent sans sexe. C'est une belle expérience, pas toujours facile, je dois l'avouer, mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'il ne faut pas avancer. Alors, le défi qui nous attend dans l'enjeu 4, qu'on appelle dans notre jargon, c'est-à-dire d'essayer pour ce parti féministe, de gauche, altermondialiste, écologiste et souverainiste, d'essayer de se donner comme solidaire une vision de la famille, parce qu'à la gauche, on a souvent laissé la famille être développée dans des perspectives plus de droite, très nucléaires, très le papa, le maman, le bébé. Et là, regardez ce qui se passe avec Harper, c'est pas beau à voir. Alors, nous, comme militantes de gauche, qu'est-ce qu'on a à dire sur la question de la famille? Je trouve ça intéressant d'en discuter. Mais je trouve ça intéressant d'en discuter avec les gars. Mais je trouve ça aussi intéressant d'en discuter entre nous, les filles. Mais ce qui va faire notre force, je crois, encore une fois, c'est si on en discute tout le monde ensemble dans cette diversité qui est la nôtre. On va parler de féminisme aussi. En fait, on va parler de femmes. Ce qui est extraordinaire, depuis notre fondation, on se définit comme étant un parti féministe. On a adopté plein d'affaires jusqu'à maintenant, mais de façon globale, on a encore quelques questions à se poser. Et encore là, c'est intéressant de pouvoir se les poser avec l'ensemble des gens du parti. Et toute la question des diversités de genre et d'orientation sexuelle, d'identité de genre et d'identité sexuelle, pardon. Alors ça aussi, parce que on est en 2014 et si on veut être en avant, si on veut aller vers notre utopie, je pense que c'est des questions à se poser, de dire est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait une opération, une castration pour être sûr qu'une personne transite d'un genre à l'autre. Est-ce que c'est ça comme parti à Québec solidaire qu'on veut mettre de l'avant? Alors voyez-vous, on va avoir des bons débats. Je suis certaine que ça va très bien aller, parce qu'entre autres, vous allez nous aider à réfléchir, parce que vous allez être là dans 2 semaines, hein? C'est ça, la semaine prochaine? Et que ça va commencer ce soir. J'ai pas mal fait le tour, je pense, de ce que vous souhaitiez que je parle. Je terminerai seulement en vous disant, parce que j'ai lu dans vos regards quelque chose que vous n'aviez pas catché quand j'ai dit que le gouvernement actuel est en train de nous amener
avec les coupures je suis même plus capable de dire qu'il l'annonce, qu'il réalise et qu'il en annonce d'autres et qu'on le sait que le 2 décembre, ils vont encore en annoncer d'autres. Pourquoi, pour moi, pour Québec solidaire, cette attaque-là, et plusieurs autres d'ailleurs, personnes de la société civile, pourquoi on considère que c'est une attaque frontale aux femmes? Je vous ai dit simplement, c'est sûr que pendant des millénaires, on a fait cette job-là gratis, puis un moment donné, on s'est dit, ben, c'est un job, là, ça mériterait bien un salaire, d'une part. Mais d'une autre part, c'est parce que c'est des emplois qui sont partout au Québec, donc qui ne sont pas concentrés, par exemple, dans un plan Nord. Hein? C'est une petite concentration. Qui sont sur l'ensemble du territoire québécois, qui permettent à l'ensemble des Québécois et Québécoises, pas seulement une famille qui va gagner un salaire, mais oui, à une famille qui va gagner un salaire, mais aussi à l'ensemble des Québécois et Québécoises de pouvoir bénéficier de la richesse du Québec, parce que le Québec est riche. Ça, c'est une autre discussion pour en parler longuement, mais je suis capable de vous entretenir là-dessus quelques heures même. Et donc, que les services publics, que l'ensemble du filet social que nous nous sommes donnés au Québec, c'est une réponse à la concentration de la richesse. C'est pas oui, sur des grands principes de on est tous nés sur une même petite boule, puis tout le monde mérite de vivre pleinement, etc., bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est que cette richesse qui est créée et produite depuis 30 ans au Québec est maintenant de plus en plus concentrée entre les mains d'une minorité. Je pense que Occupy a fait une bonne job en nous rappelant qu'il y avait à peu près 1% qui possédait à peu près tout. Et que la réponse juste, à notre sens, à Québec solidaire, de cette injustice qu'est la concentration de la richesse, c'est entre autres en la repartageant à travers des services publics, à travers la création d'emplois partout sur le territoire québécois. Et ainsi, on s'occupe de notre monde, et ainsi, on ne fait pas en sorte qu'une clinique privée va s'ouvrir à côté de l'hôpital pour répondre aux besoins de l'hôpital, que l'hôpital ne répondra plus parce qu'on a tellement coupé des services publics et que finalement, le privé va l'offrir plus rapidement. Alors, ça, c'est une attaque aux femmes, parce que quand ça n'arrive pas, les femmes qui demeurent encore les plus pauvres dans notre société, qui demeurent encore celles qui s'occupent majoritairement comme aidantes non rémunérées des gens qui souffrent des coupures de notre système, bien, c'est encore elles qui vont se retrouver à ramasser ce que socialement, au nom d'une économie qui ne tient pas la route à mon sens, à ramasser le tas. Excusez-moi, je n'ai pas d'autres mots. Et je pense que là-dessus, on a évolué. Je pense que là-dessus, on est capable de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et dans ce sens-là, ben, je pense qu'en Québec solidaire, socialement, on a un allié indéfectible. Alors, je m'arrête là-dessus. Et maintenant, la partie le fun. Moi, ce que je tiens vraiment, là, pas que ce soit un échange 1-1. Hein? On a une centaine d'intelligences ici dans cette salle. Alors, allez-y de vos contributions. Allez-y de vos questions, mais des questions qui ne sont pas seulement posées à moi, qu'on se pose collectivement, et je vais laisser notre animatrice faire son travail. Ouais, ben, merci beaucoup, Manon, premièrement.